on ne fait pas des profits qu'en exerçant seulement une activité commerciale. Je vous prends l'exemple d'un club comme le Real de Madrid. Le Real de Madrid n'est pas une société commerciale comme telle, mais c'est une structure qui fait des bénéfices. Ils vendent des billets, ils vendent des maillots, ils vendent des kits sportifs. C'est pas parce qu'ils font des profits qu'on dira que c'est une société commerciale. Bonsoir et bienvenue au podcast des juristes, le premier podcast animé par des juristes congolais. Ce soir, comme toujours, nous recevons Monsieur Dalous Hardy Mavungu pour échanger, discutailler autour du statut juridique de commerçant en droit OHADA. Mais avant de commencer cette vidéo, avant de commencer notre émission, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est la Croix-Bleue congolaise, une association congolaise qui lutte contre les dépendances multiples ou addictions à l'alcool, à la cigarette, au tabac, au chanvre et à bien d'autres substances encore. Si vous sniffez, vous buvez de l'alcool ou vous consommez beaucoup de cigarettes, vous êtes addict à ces choses, vous pouvez gratuitement contacter la Croix-Bleue congolaise afin qu'elle s'occupe de vous. Et nous disons merci beaucoup à la Croix-Bleue congolaise de soutenir cette émission, de soutenir cette vidéo. Et vous aussi, si vous aimeriez nous soutenir, mettre votre pierre à l'édifice afin de nous encourager, afin que nous puissions continuer à faire de telles émissions, vous pouvez directement me contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Alors on commence tout de suite avec notre émission. Comme je l'ai dit au début de cette émission, nous recevons ce soir M. Dalous Hardy Mavungu pour échanger avec nous sur le statut de commerçant en droit OHADA. Alors M. Dalous Hardy Mavungu, bonsoir et bienvenue sur notre plateau encore une fois. Bonsoir M. Mbeka Herman, merci de m'avoir encore invité. Je vous en suis reconnaissant et merci de m'avoir fait l'honneur d'être à nouveau l'invité de cette belle et grande émission. Ok, merci. Alors on rentre directement dans le vif du sujet. La question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, puisque le sujet c'est le statut juridique de commerçant en droit OHADA, est-ce que vous pouvez nous dire c'est qui un commerçant en droit OHADA? Alors, le législateur communautaire a défini la notion de commerçant à l'article 2 de l'acte uniforme portant droit commercial général. Ok. L'article 2 dit en substance: le commerçant est celui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce par nature sa profession. Donc, pour le législateur communautaire, est commerçant celui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce sa profession. La définition donnée par le législateur communautaire, pour moi, elle est moins claire que celle donnée par le législateur français. Ah bon? Parce que dans la définition du commerçant dans le Code de commerce en France, dans la dernière partie, on précise que le commerçant, c'est celui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce à titre habituel. Ok. Sa profession. Ça veut tout simplement dire, il suffit pas de faire de l'accomplissement des actes de commerce Sa pour profession. devenir commerçant. Déjà, devenir commerçant nécessite que vous soyez enregistré au RCCM, au registre du commerce et du crédit immobilier. Mais lorsque vous accomplissez les actes de commerce par nature, on doit ressortir deux notions fondamentales. Ok. La première notion, c'est celle de la spéculation. Il faudrait que vous puissiez procéder aux achats en vue de revendre ce que vous achetez. Ok. Et deuxièmement, il y a la notion d'habitude. Si vous achetez une fois et vous vendez, après vous ne le faites pas, vous n'êtes pas commerçant. Parce que vous l'avez accompli à titre occasionnel. Donc, lorsque le législateur communautaire parle de profession, il veut tout simplement dire que est commerçant, c'est lui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce par nature à titre habituel. Donc là, vous ajoutez ce que le législateur n'a pas mentionné dans le code communautaire, c'est-à-dire dans l'acte uniforme portant droit commercial général. Là, puisque vous nous avez dit que la définition qui vous a séduite, c'est celle donnée par le législateur français dans le code de commerce français, et ce que la définition donnée par le législateur OHADA ne vous séduit pas complètement parce que il a omis
de faire comme son maître, le législateur français, insérer ou instituer l'expression habituelle, à titre habituel, la profession. Oh bon, vous savez, déjà, je ne pense pas que le législateur français soit le maître du législateur OHADA. Pas Oui. du tout. C'est vrai que notre droit s'inspire beaucoup du droit français, mais je ne pense pas qu'il existe entre les deux législateurs cette relation de maître à élève. Loin de moi l'idée de retrancher ou d'ajouter. Ok, oui. C'est juste que, à mon avis, Oui. vous savez, j'ai quand même droit au chapitre, Ok. et je peux dire que la définition donnée par le législateur français Oui. est plus claire que celle donnée par le législateur OHADA. OHADA. Parce que le législateur OHADA parle à la fin, il parle de profession. Ok. Il faudrait que les gens sachent. Une profession, c'est pas quelque chose que tu fais aujourd'hui et que tu ne fais plus demain. Oui. Une profession, c'est quelque chose que tu fais de façon quotidienne. Oui. Quelqu'un qui se lève chaque matin, qui part par exemple dans un foire artisanat, je prendrai l'exemple d'un salon de coiffure, Ok. qui va coiffer du lundi au lundi, ça c'est sa profession. Ok. Mais si tu le fais une fois, tu vas lundi et que mardi tu n'y vas plus, on peut pas dire que c'est une profession. Donc, vous rejoignez en réalité le législateur OHADA dans sa pensée en réalité. Il a dit profession parce qu'il savait pertinemment bien que quand on fait une activité à titre de profession, on ne peut pas faire aujourd'hui et puis ne plus faire demain. Donc, en réalité, il s'est dit, si j'ajoutais l'expression habituelle, c'est comme si je faisais une petite redondance. C'est-à-dire que j'ajoutais pour dire répétition, alors qu'on sait que lorsqu'on fait une activité à titre professionnel, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de faire bouillir la marmite et donc tout le temps on doit être là pour faire l'activité. Donc je pense que les deux vont dans le même sens en réalité. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que j'ai dit que le législateur français a été beaucoup plus clair parce que dans la définition, il a mentionné le mot habitude. Donc, mais écoutez, je ne suis pas là pour faire un procès au législateur communautaire. Il a raison, mais dans le souci de la clarté peut-être. De la clarté, de la précision, oui. J'ai jugé important ou sinon utile de pouvoir commenter un tout petit peu cet article. Mais merci beaucoup. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses. Il y a une question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir quels sont les critères juridiques qui vont nous permettre, nous, d'identifier ou de détecter un commerçant. De savoir que ça, c'est un commerçant. Quels sont les critères juridiques en dehors de l'accomplissement des actes de commerce par nature à titre de profession ou de manière habituelle à titre de profession? Quels sont d'autres, est-ce qu'il existe d'autres critères juridiques qui vont nous permettre d'identifier un commerçant? Merci. Déjà, il faut savoir que l'on identifie un commerçant d'abord par l'activité. Ok. Par son activité. Aujourd'hui, nous avons des activités qui sont commerciales, tout simplement parce que toute activité de l'homme n'est pas commerciale. Okay. Il y a des activités commerciales et des activités civiles. Donc, dès lors qu'une personne exerce une activité commerciale, il y a une présomption à son égard pour dire que cette personne est commerçante. Mais encore faut-il que la personne puisse remplir toutes les cases prévues par le législateur. Donc l'activité est la première, ou je dirais le premier critère juridique, ou la première indication qui peuvent laisser croire que telle ou telle personne est commerçante. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que l'activité que vous pratiquez ou que vous exercez, vous puissiez l'exercer de façon habituelle, pas de façon isolée. Ok. Je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai très vite. Ok. Certaines personnes ont des activités mais qui ne sont pas commerciales mais plutôt artisanales. Je vous prends par exemple le cas d'un chauffeur de taxi. Ok. Un chauffeur de taxi n'est pas un commerçant, c'est un artisan. Ah bon? Un salon de coiffure n'est pas un fonds de commerce, c'est un fonds artisanal. Ah. Donc, il faut vraiment faire attention à l'activité qu'exerce la personne. C'est en fonction de l'activité qu'on dira de telle ou telle personne qu'il est soit commerçant ou artisan. Okay, mais... Donc, le tout premier critère, pour ceux qui nous suivent, le tout premier critère qui permet d'identifier le commerçant, c'est l'activité. Ok. Vous avez dit que le premier critère, bon,
C'est vrai que vous êtes resté un peu sur les éléments en termes des critères. Vous avez parlé, quand je vous ai demandé de parler de critères, vous nous parlez de l'activité commerciale qui est l'activité exercée par le commerçant. Et puis, vous nous avez fait une distinction entre l'activité commerciale et une activité dite artisanale. Alors, j'ai une question. Quelle distinction il y a entre commerçant et activité commerciale? Alors, le commerçant, c'est la personne qui exerce l'activité commerciale. Et l'activité commerciale, c'est l'activité exercée par un commerçant. Mais l'activité commerciale peut s'entendre aussi comme étant la structure qui permet au commerçant d'exercer son activité. Je vous prends un exemple, le fonds de commerce. Un bar, par exemple. Le bar peut être entendu comme étant une activité commerciale. Mais ici, quand on parle d'activité commerciale, on veut tout simplement parler du fonds ou encore de la structure qui permet au commerçant d'exercer son activité. Donc, il faudrait que ceux qui nous suivent puissent mettre le concept dans son contexte. L'activité commerciale, de façon simple, c'est une activité exercée par un commerçant ou une activité de nature commerciale. Mais cette même activité peut s'entendre aussi comme étant la structure qui permet à un commerçant de mener ses activités. C'est le cas, par exemple, du fonds de commerce, qui peut être un bar, une boutique, que sais-je encore. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Alors, il y a une question que je suis en train de chercher la réponse. C'est la question de savoir comment distinguer un commerçant d'un opérateur économique informel. Quelle distinction il y a entre les deux? Est-ce qu'on peut les distinguer? On peut, bien entendu, les distinguer. D'abord, rappelez-nous, c'est qui, en fait, un opérateur économique informel? S'il y a une définition ou s'il y a une explication. La question vient de vous. L'exercice auquel vous me soumettez consiste à entrer dans votre tête afin de donner une définition. Il n'est pas facile cet exercice, mais je vais quand même essayer. Bon, ici, par personne, c'était quoi déjà? Opérateur économique informel. C'est toute personne qui exerce une activité, quelle qu'elle soit. Parce qu'il faut comprendre une chose, on ne fait pas des profits qu'en exerçant seulement une activité commerciale. Je vous prends l'exemple d'un club comme le Real de Madrid. Le Real de Madrid n'est pas une société commerciale comme telle, mais c'est une structure qui fait des bénéfices. Ils vendent des billets, ils vendent des maillots, ils vendent des kits sportifs. Et donc, on peut pas, c'est pas parce qu'ils font des profits qu'on dira que c'est une société commerciale. Pour le juriste que je suis, le point qui distingue un commerçant d'une personne évoluant dans le secteur informel, c'est d'abord l'enregistrement au RCCM. Super. Le droit ne reconnaît la qualité de commerçant qu'à celui qui est régulièrement inscrit au registre de commerce et du crédit immobilier. D'accord. Nous avons dans nos quartiers beaucoup de personnes qui exercent des activités commerciales, mais qui n'ont pas la qualité de commerçants parce qu'ils sont dans l'informel. Ces activités ne sont pas formalisées. Et donc, juridiquement, nous ne pouvons pas dire de ces personnes qu'ils sont commerçantes, quand bien même leur activité relève du domaine commercial. Alors, j'ai une question. Avant que vous ne terminiez, il y a une question qui arrive. Peut-on devenir commerçant sans être immatriculé au RCCM? Ou peut-on être commerçant sans être immatriculé? Le principe, je dirais non. On peut pas être commerçant si on n'est pas immatriculé au RCCM. Mais cela ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas immatriculé au RCCM que vous ne pouvez pas poser des actes de commerce. Vous ne pouvez pas exercer des actes de commerce. La situation de commerçante, c'est comme la situation de l'enfant. L'enfant peut naître, mais aussi longtemps que cet enfant ne sera pas déclaré juridiquement, l'enfant n'existe pas. Mais est-ce que l'enfant ne respire pas? Si. Donc, il y a une existence juridique et ce que j'appellerais par une existence sociologique. D'accord. La société peut te reconnaître comme étant commerçante, mais le droit ne te reconnaît pas comme tel tout simplement parce que vous n'êtes pas enregistré au RCCM. Et si vous voulez, cette situation a fait naître un concept qui n'est pas encore accepté au niveau des universités ou au niveau des facultés de droit. Le concept de
commerçant de fait Ok. qu'on oppose aux commerçants de droit. Vous n'êtes pas enregistré, mais les actes que vous posez, ce sont des actes posés par des commerçants. Ok. Et on ne peut pas fermer les yeux face à cela. Qu'est-ce qu'on fait? On vous reconnaît une qualité, on dit de vous que vous êtes commerçant de fait. Ok. Donc voilà un peu la précision que je pouvais modestement apporter à votre question. Donc, vous avez dit qu'on ne peut pas, normalement, en principe, être commerçant si on n'est pas immatriculé, si on ne s'est pas inscrit au registre du commerce et du crédit immobilier. Ça, c'est le principe. Mais vous avez nuancé vos propos pour dire, écoutez, il existe une expression qui est appropriée pour les personnes qui exercent une activité commerciale, mais qui n'ont pas été enregistrés ou qui ne sont pas enregistrés au registre du commerce. Vous avez dit commerçants de fait, et ceux qui sont enregistrés sont appelés commerçants de droit. Et dans la distinction entre opérateurs économiques, vous avez dit opérateur économique informel et puis commerçant. Vous avez dit, écoutez, toute personne qui exerce une activité économique qui n'est pas enregistrée, qui n'a pas normalement une relation dont l'activité n'est pas reconnue par l'État normalement, n'est pas commerçante, mais elle fait une activité, elle est un opérateur, elle est une opératrice ou un opérateur économique normalement informel. Mais la distinction, c'est vrai, vous ne l'avez pas vraiment distingué, mais je crois comprendre un peu ce que vous avez dit. Je pense, d'après votre développement, que l'opérateur économique, en réalité informel, c'est une personne qui exerce une activité économique qui peut ou ne pas être commerciale. Mais toute personne qui exerce une activité commerciale, si elle est enregistrée, elle est commerçante de droit. Si elle n'est pas enregistrée, elle est commerçante de fait. Donc, je pense que c'est ce que vous vouliez dire et ce que j'ai compris dans votre développement. Mais merci beaucoup pour cette précision. Alors, on poursuit. Alors, quelle est la distinction qui existe entre un acte de commerce et une activité commerciale? Est-ce qu'il existe une distinction entre ces deux termes? Écoutez, la différence, elle existe, mais elle est très petite, elle est très fine. Déjà, il faut savoir, l'activité commerciale, je l'ai définie tantôt comme étant une activité, soit exercée par un commerçant, ou mieux encore une activité qui entre dans le champ commercial. L'acte de commerce est défini à l'article 4 de l'acte uniforme portant droit commercial général. L'acte de commerce par la forme. Que dit le législateur à ce sujet? Le législateur dit que l'acte uniforme est l'acte par lequel... L'acte de commerce. L'acte de commerce, oui. Merci. L'acte de commerce est l'acte par lequel une personne s'entremain dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel il fournit des prestations de services dans l'intérêt d'en tirer un profit pécuniaire. Voilà la définition que le législateur donne de l'acte de commerce. Okay. Et il le cite. Les actes de commerce, ce sont des opérations. Okay. Ce sont des opérations effectuées dans le cadre d'une activité commerciale. Okay. Ici, l'activité commerciale apparaît comme étant une structure, une entreprise ou encore une société commerciale. Mais dans le cadre de cette société commerciale, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les opérations que vous menez? Donc, voilà un peu la différence entre une activité commerciale et un acte de commerce. L'activité commerciale renvoie, si vous voulez, à la structure ou à l'entreprise. Et l'acte de commerce, c'est l'opération que mène la structure ou l'entreprise. Je vous prends un exemple simple. Vous avez par exemple une activité commerciale, un fonds de commerce. Le fonds de commerce ici représente l'activité commerciale. Mais quelles sont les opérations menées par ce fonds de commerce? Par exemple, les opérations d'achat et de vente de matériaux de construction. Donc, vous voyez ici, le fonds de commerce renvoie à l'activité commerciale et la vente des matériaux de construction, ici, renvoie à l'acte de commerce et donc à l'opération menée par ce fonds de commerce. Ce fonds de commerce-là. Qui est une activité commerciale. Qui est une activité commerciale. D'accord. Voilà un peu la différence que je pouvais apporter. D'accord, super. J'ai écouté votre développement et j'aurais cru, bon, d'après ma compréhension, je croyais que l'acte de commerce, c'est plutôt l'activité commerciale, c'est toute activité qui s'oppose à l'activité civile et qui vise en réalité la perception des bénéfices, qui vise en réalité le profit. Et puis, l'acte de commerce, c'est cette activité ou cet acte, ces opérations qui vont nous permettre, bien entendu, de tirer ce profit. C'est juste un point de vue. Peut-être que... On tombe souvent dans ce piège de croire que
l'activité commerciale est la seule activité dont le but poursuivi est, comment dirais-je, faire des profits. Je dis faire toute réaliser activité, des profits. oui, toute activité qui n'est pas civile, mais dont l'objectif c'est la recherche de profits et de bénéfices. Je suis d'accord avec vous, mais on doit faire extrêmement attention. Ok, super. Parce qu'une activité artisanale, je prends par exemple le cas d'un taximan. Il n'achète pas son taxi pour conduire gratuitement des gens dans tout Brazzaville. En effet, oui. Il a un objectif et l'objectif c'est de faire des profits parce qu'il vous vend un service. D'accord. Et vous avez aussi le cas de ceux qui tiennent des salons de coiffure qui sont des fonds artisanaux. Donc, retenons tout simplement que l'activité commerciale est toute activité qui entre dans le champ commercial. Ok. Et toute activité à qui on applique le droit commercial. Ok, oui, oui. Et l'activité civile, c'est une activité qui déroge aux règles du droit commercial à qui on applique le droit civil. Il en est de même pour certaines activités artisanales. Ok, mais voyons. Quelles sont les différentes activités qui sont exclues du champ commercial, qui sont exclues du champ des activités commerciales d'après l'OHADA? L'OHADA... Vous avez cité l'activité artisanale, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres activités à côté? Bon, toute activité dont l'objet est civil est exclue du champ de l'activité commerciale. Comment détecter une activité civile? D'abord, prenons par exemple ceux qui sont, on va prendre, le terme fiscal m'échappe un peu, mais ceux qui sont dans les professions libérales. Okay. Je prends par exemple le cas d'un notaire, d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un commissaire au compte, d'un expert comptable. Ceux-là n'exercent pas des activités commerciales. Par rapport à l'objet de leur activité, leurs activités sont civiles. Donc, quand on parle de ceux qui exercent les professions libérales, nous parlons là des gens qui sont dans le secteur civil et non dans le secteur commercial. Il en est de même pour on va dire les cliniques. Les cliniques, les cabinets médicaux, oui. Ce sont des activités qui sont exclues du champ commercial. Parce qu'à ces activités, on n'applique pas le droit commercial, mais plutôt le droit civil. Super, merci beaucoup pour ces différentes précisions. Alors, est-ce que, en dehors de la pratique des actes de commerce par nature que vous avez cité, lorsque vous avez défini le commerçant, selon l'article 2 de l'acte uniforme portant droit commercial général, et en dehors de l'immatriculation du commerçant au registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM en sigle, est-ce qu'un commerçant doit justifier d'un diplôme? Est-ce que pour être commerçant, en plus de ces procédures ou ces formalités, il faut justifier d'un diplôme quelconque? Non, on n'est pas obligé on n'est pas obligé de présenter un diplôme pour être commerçant. On veut se lancer dans une activité commerciale. Je vous prends un exemple simple. La maman qui vend les beignets dans le quartier, elle n'a pas besoin de présenter son diplôme pour qu'elle soit inscrite au registre de commerce et du crédit immobilier. Mais il faut relativiser. Certains commerçants, personnes morales, à défaut de présenter un diplôme, pas peut-être à défaut, ne présentent pas des diplômes, mais on leur demande des agréments pour exercer une activité. Donc des autorisations, quelque part. C'est une autorisation. Il faudrait que vous puissiez avoir un agrément qui n'est pas un diplôme. Je vous prends un exemple simple. Vous voulez créer une société, une microfinance, vous voulez créer une banque, vous devriez avoir des agréments. Donc, avant de vous attribuer un RCC1, un registre de commerce et du crédit immobilier, il faudrait que vous puissiez justifier que vous avez l'agrément qui vous autorise à mener cette activité. Donc, pour les commerçantes personnes morales, dans le cadre de certaines activités, il leur est demandé d'avoir un agrément. D'avoir un agrément pour mener les opérations dont elles souhaitent en fait réaliser. Dont elles souhaitent mener. Voilà. Ok, mais est-ce qu'on peut appeler commerçant une personne qui a un diplôme commercial? C'est-à-dire qui est parti à l'université, qui a fait, je sais pas moi, 3 ans d'université, il a fait commerce, voilà quoi. Il a fait du commerce, il a étudié le commerce. Et est-ce qu'une telle personne, on peut l'appeler un commerçant ou une commerçante? Non, pas du tout. C'est pas parce que vous avez fait des études de commerce que vous êtes commerçant. Le législateur est clair, c'est lui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce par nature sa profession. Si vous ne faites pas de l'accomplissement des actes de commerce une profession, quand bien même vous avez un doctorat
grand professorat en commerce, vous ne serez jamais commerçant. Ah, super. Donc, faire des études en commerce ne vous donne pas la qualité de commerçant. Je crois bien qu'ils sont appelés commerciaux ou agents commerciaux, mais ils ne sont pas commerçants. Toujours est-il qu'on peut être diplômé d'une école de commerce et être commerçant à partir du moment où on s'engage, on se lance dans le commerce. Ok. Donc, il faudrait que l'on sache, le commerçant n'est pas celui qui a fait les études de commerce, mais celui qui fait de l'accomplissement des actes de commerce par nature sa profession. Article 2 de l'acte uniforme. Alors, merci beaucoup. Il y a un élément qui arrive. En fait, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir quel est l'âge en réalité approprié ou l'âge légal fixé par l'acte uniforme pour exercer une activité commerciale. Est-ce que n'importe qui peut exercer une activité commerciale? C'est-à-dire que qu'on soit jeune, qu'on soit mineur, adolescent, peu importe, est-ce qu'il faut être majeur pour exercer une activité commerciale, autrement dit? Ou bien un mineur peut aussi exercer? Alors, il faut savoir que ne peut être commerçant qu'une personne capable. Capable, ici la capacité renvoie d'abord à l'âge, à l'état d'esprit, Oui. Lorsque la personne n'est pas saine, donc fait face à une insanité d'esprit, la personne ne peut pas être commerçante. Ok. Ou ne peut pas exercer une activité commerciale. Le législateur OHADA, vous allez me permettre d'ouvrir une petite parenthèse. Le droit commercial est un droit dérogatoire. Ça veut dire que c'est un droit qui déroge du droit commun, donc du droit civil. Ok. Mais en l'absence d'une précision de la part du législateur, c'est le droit commun qui s'applique. En République du Congo, la majorité est fixée à 18 ans. Ok. Et cette majorité-là concerne toutes les branches. Qu'on soit en droit, pas toutes les branches, parce qu'en droit pénal, la majorité, je pense, est à 13 ans. Donc à 13 ans, on est pénalement responsable de ses actes. Ok. Mais au plan civil et commercial, la majorité est à 18 ans. Donc si vous voulez exercer une activité commerciale, il faudrait que vous soyez âgé de 18 ans ou plus. Alors il y a une question qui vient. Mais Est-ce qu'un mineur peut exercer une Oui. activité commerciale? Je devrais arriver. Un mineur peut exercer une activité commerciale pourvu que ce mineur soit émancipé. Ah, d'accord. La question de l'émancipation est une question très délicate que je ne pense pas, je le dis avec beaucoup de réserve, je pourrais me tromper. Le législateur OHADA n'a pas défini ce qu'est un mineur émancipé. Et donc l'émancipation, c'est quelque chose que le juge apprécie de façon souveraine. Il va rechercher dans les faits, est-ce que ce mineur est émancipé ou pas? Donc le principe, c'est que ne peut être commerçant qu'une personne âgée de 18 ans ou plus pour les personnes physiques, mais exceptionnellement, un mineur peut avoir ou acquérir la qualité de commerçant pourvu qu'il soit établi à son encontre qu'il est émancipé. Et oui, vous avez cité l'acte uniforme pour parler de l'émancipation des mineurs, mais il faut savoir qu'il y a le Code de la famille en République du Congo de 1984 qui a prévu une procédure en matière d'émancipation. En réalité, on parle de l'émancipation des mineurs âgés de 16 ans, 15 je crois, 16 ans, 17 ans, on peut l'émanciper. Un âge inférieur à 15, je crois, entre 15 ou 16 ans, je ne sais plus trop quel est vraiment l'âge qui est mentionné, mais entre 16 ans, je crois, un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être émancipé. Donc, il y a un peu ce principe-là qui se retrouve en droit de la famille, puisque vous avez dit que quand il y a un vide en matière commerciale, on revient tout de suite en droit commun, c'est-à-dire en droit civil, pour voir les principes généraux en matière de droit. Donc, vous avez dit qu'un mineur ne peut pas exercer une activité commerciale en principe, sauf s'il a été émancipé ou s'il est émancipé. Et vous avez dit que ne peut exercer une activité commerciale qu'une personne d'âge au minimum de 18 ans, sinon c'est plus. Alors, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce qu'une personne de nationalité étrangère peut exercer une activité commerciale dans l'espace OHADA? Bien entendu, je vous prendrai l'exemple d'une société commerciale très connue, Regal. Oui. Regal, Casino, ce sont des commerçantes personnes morales. Mais ces sociétés commerciales n'appartiennent pas des Congolais. Donc, en République du Congo, peu importe la nationalité, ou peu importe ta nationalité, dès lors que tu remplis les critères
d'éligibilité au statut ou à la qualité de commerçant, tu le deviendras. Donc, la nationalité en soi n'est pas un obstacle pour devenir commerçant en République du Congo, exercer une activité commerciale. D'accord. Puisque nous avons beaucoup de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique maghrébine, qui exercent des activités commerciales ici en République du Congo. Il suffit d'aller dans les quartiers, dans les grands marchés pour s'en convaincre. Oui, mais pour ces gens-là, certains d'entre eux ou d'entre elles, en tant que personnes, sont dans l'espace OHADA. C'est-à-dire que leur droit également, c'est le droit OHADA. Moi, je parle, vous avez donné un bel exemple que j'ai aimé, l'exemple de Casino. Bon, c'est pour la France, on va dire, mais ils exercent une activité commerciale en tant que personne morale. Bien sûr, mais vous avez par exemple, je prends la plupart des pâtisseries dans notre pays, sont tenues par des Libanais. Oui. Qui ne sont pas membres, ressortissants d'un pays partis au traité OHADA. Ok, oui. La nationalité n'est pas un obstacle. La nationalité n'est pas un obstacle pour exercer un commerce en République du Congo. Mais attention, nous avons une loi, je pense la loi de 92, qui organise les activités commerciales en République du Congo. Cette loi empêche les étrangers d'exercer certaines activités. Parce qu'il y a des commerces, dites des commerces des nationaux. Donc, si vous n'êtes pas congolais, combien même vous êtes ressortissant d'un pays parti au traité de l'OHADA, vous ne pouvez pas l'exercer. Donc, il y a certains commerces réservés uniquement aux Congolais. Ce qui est quand même un peu paradoxal, mais je pense que cette loi dispose que les boulangeries ne peuvent pas être tenues par des étrangers. Mais la plupart de nos boulangeries sont tenues par des étrangers. Mais alors, quels sont les droits qui sont attachés au statut de commerçant? Quand on est commerçant, quels sont les droits que nous avons que ceux qui ne sont pas commerçants n'ont pas? Je dirais pas des droits en tant que tels. Droits subjectifs, bien entendu. Oui, mais écoutez, quand vous êtes commerçant, déjà, vous avez le droit de saisir le tribunal de commerce. C'est un droit réservé aux commerçants. Seuls les commerçants peuvent considérer comme étant justiciables au tribunal de commerce. Et vous avez aussi un droit que l'on ne reconnaît pas dans les contrats civils, ce qu'on appelle par le pacte compromissoire. On est deux commerçants, on signe un contrat et dans ce contrat, on donne compétence à la juridiction. Bon, c'est pas une juridiction en tant que telle, mais on se dit en cas de litige, si un litige naît de ce contrat, nous n'irons pas vers des juridictions, on va dire nationales ou des juridictions étatiques ou judiciaires, mais nous allons faire appel à des arbitres, qui est une mode de règlement de conflits alternatif. Et donc ça, par exemple, c'est un droit uniquement reconnu aux commerçants. Ceux qui sont dans des professions civiles ne peuvent pas se prévaloir de ce droit. Alors, merci, c'est super, tout ce développement. Ça nous permet de comprendre en réalité qu'il existe un certain nombre de droits à être commerçant lorsqu'on est commerçant, où la statut de commerçant nous confère un certain nombre de droits subjectifs, notamment le choix en termes de juridiction. On peut saisir une juridiction commerciale, tout comme on peut faire appel aux modes alternatifs de règlement de conflit que vous avez appelés pour nous aider à faire face à cette difficulté. Alors, est-ce que... quelles sont les conditions où est-ce qu'un commerçant peut perdre la qualité de commerçant? Est-ce qu'on peut perdre la qualité de commerçant une fois que nous l'avons acquise, cette qualité? Bien entendu, la qualité de commerçant peut être perdue lorsque, par exemple, vous êtes déchu, parce qu'il y a la déchéance, la mort. Donc, on peut citer la mort quand une personne décède. Elle n'emporte pas la qualité de... Bon, elle emporte avec elle sa qualité de commerçant. Ça veut dire que ça s'arrête. Et vous pouvez être déchu de cette qualité. Ça veut dire vous perdez cette qualité. La déchéance peut être judiciaire. C'est-à-dire on peut vous condamner à une peine pénale. Une sanction pénale. À une peine pénale. Et à cette peine enjoint une peine supplétive.
vous êtes condamné par exemple pour abus de confiance et on vous condamne, outre cette condamnation pénale, à une peine vous interdisant d'exercer une activité commerciale, soit pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. Okay. Donc la déchéance peut être aussi une procédure administrative. Il s'agit par exemple le cas des sociétés commerciales qui ont des agréments. Alors si vous vous comportez mal, l'État peut décider de retirer l'agrément qu'il vous a donné, ou soit l'institution sous-régionale, par exemple dans le cas de l'Afrique centrale, c'est la COBAC pour les établissements de crédit, on peut vous retirer cet agrément. Et une fois que cet agrément est retiré, vous perdez automatiquement la qualité de commerçant. Mais on peut aussi perdre la qualité de commerçant par désir. Parce qu'on peut, volonté personnelle, par volonté personnelle, oui. voilà, on peut perdre la qualité de commerçant par volonté personnelle. Dès lors que vous décidez d'abandonner votre activité commerciale pour aller vers une activité civile ou artisanale, vous ne pouvez plus être considéré comme étant commerçant. Est-ce qu'on peut se désinscrire au registre du commerce et du crédit immobilier? Puisqu'on s'inscrit, mais est-ce qu'on peut se désinscrire? Ça veut dire, écoutez, enlevez mon nom, je ne vais plus être commerçant. Parce qu'après, soi-disant qu'on leur délivre une carte. Bien sûr, mais écoutez, comme on n'est pas appelé à être commerçant toute sa vie, on peut perdre la qualité. C'est-à-dire que si vous perdez la qualité, on vous retire l'immatriculation qu'on vous a conférée. Donc si aujourd'hui on peut s'inscrire au registre du commerce et du crédit immobilier, merci, c'est-à-dire qu'on peut aussi se désinscrire. Donc c'est une procédure qui est normale. Si on active, c'est-à-dire on peut désactiver. Si on entre, ça veut dire qu'on peut sortir. Donc. Ok, merci beaucoup, Monsieur Dalous Hardy Mavungo, d'être passé sur notre plateau. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de la fin pour ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Mon mot de la fin est adressé à ceux et celles qui ont pris l'habitude de suivre cette émission. À vous tous, je vous dis merci. Merci de nous suivre et je vous encourage à partager autour de vous cette émission afin qu'un nombre plus important puisse s'intéresser à cette émission et s'abonner à cette chaîne. Donc, nous comptons sur vous. Soyez nos ambassadeurs, soyez nos porte-parole afin que cette chaîne et cette émission soient connues de tous les Congolais. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur Dalous Hardy Mavungo, d'être passé sur notre plateau. Vous nous avez honorés par votre présence. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission jusqu'ici. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme Monsieur Hardy l'a dit, n'oubliez pas de partager, d'aimer la vidéo et de vous abonner. On se retrouve très prochainement. Merci.